Bonjour à tous, le social engineering, exploitation des failles humaines. Nous sommes le cycle des webinars, un audit de sécurité. Ça sert à quoi? Tout d'abord, une présentation de Certiliance et de moi-même. Alors, Certiliance est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante créée en 2008. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Certiliance a 3 métiers, l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance. 2 solutions majeures sont développées en interne. Le premier qui est CertiAware, une solution de sensibilisation avec simulation d'attaque par phishing et programme d'e-learning de sensibilisation des utilisateurs. Le second est CertiLeak, une solution de sécurisation des flux des accès Internet et des connexions intersites. Moi-même, Kevin Denier, responsable du pôle audit. Je suis chez Certiliance depuis 1 an et demi et mon rôle c'est de gérer l'équipe des auditeurs, de planifier et suivre les audits et d'assurer le suivi technique des projets. Alors un audit, pourquoi? Alors tout d'abord une définition. Un audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial, aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états, le contrôle, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Il y a des mots importants, j'aime bien cette définition, c'est vraiment une expertise, agent compétent et impartial, et qui aboutit à un jugement. C'est-à-dire qu'un audit, c'est quelque chose qui fait référence à l'état de l'art, et un tiers, effectivement, qui vient poser un jugement. On a déjà fait quelques audits, donc les précédents webinaires du cycle un audit, ça sert à quoi? Le premier, expliquer un petit peu les raisons qui vous poussent à faire un audit. On peut le résumer par « connais-toi toi-même, connais ton ennemi, tu remporteras 100 victoires sur 100 batailles », une citation de Sun Tzu. Ensuite, on a découpé les audits. Le premier, c'est l'audit externe. Vous savez, tous les réseaux sont connectés et un audit externe permet d'évaluer ses défenses vis-à-vis d'une attaque qui vient d'Internet. Ensuite, un audit interne. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, les réseaux internes ne sont pas peuplés uniquement de personnes bienveillantes. Il y a des machines infectées, il y a des virus, il y a du personnel éventuellement malveillant, et il y a des visiteurs malveillants. Donc l'audit interne, c'est important d'auditer aussi. On avait continué avec l'audit Wi-Fi, IoT, smartphone. On se rend compte que les objets connectés et tout ce qui est informatique, discute, se connecte à Internet, un petit peu vecteur d'insécurité. Aujourd'hui, nous allons parler du social engineering, exploitation des failles humaines. On démarre par un agenda, donc sur le social engineering. On va au début parler de ses origines, aux risques que cela fait courir aux entreprises qui se font cibler par du phishing ou du social engineering. Ensuite, les méthodes employées par les pirates. Si on vous demande votre mot de passe, a priori vous ne le donnez pas. Pourtant, des pirates réussissent à les obtenir. On verra les méthodes qu'ils emploient pour aboutir à leur fin. Et ensuite, nous verrons les types d'audits réalisés par Certiliance en termes de phishing ou de social engineering. Alors, tout d'abord, le social engineering. Donc, c'est un terme qui a été inventé et très popularisé par Kevin Mitnick, que vous pouvez voir sur la droite. C'est un hacker des années 80-90, donc c'est vraiment une technique de hacking et de piratage qui est très ancienne et qui fonctionne encore aujourd'hui très très bien. Ce pirate était vraiment très très doué techniquement pour pénétrer des réseaux, pour corrompre des machines, réussir à entrer dedans, extraire de l'information, mais il s'est rendu compte à un moment que plutôt que passer du temps à chercher des failles techniques, à essayer de les exploiter, techniquement, il était beaucoup plus facile de demander aux gens les accès, ou la base de données, ou un mot de passe. Et il était extrêmement doué pour réussir à manipuler les personnes pour qu'ils fournissent un bon mot de passe, une boîte mail, un accès à une base de données. Il se faisait même ouvrir des portes puisqu'il se faisait passer en tant qu'employé d'entreprise pour rentrer dans des locaux, pénétrer dans tes locaux, se connecter au système. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser des failles humaines pour contourner des défenses et accéder à l'information qui est normalement protégée. Alors les entreprises, et vous avez pu le voir dans les précédents webinaires, les entreprises souvent engagent des frais pour sécuriser le SI, et tout effectivement, cet argent qui est dépensé ne sert à rien si un utilisateur ouvre les portes en grand. Ça sert à rien de mettre un cadenas si quelqu'un reste entrer tout le monde. L'image est assez parlante, un utilisateur effectivement se laisse piéger par un bonimenteur sur Internet, qui en profite pour lui soutirer de l'argent en lui faisant miroiter un cadeau probable. Dans le cas du phishing, du social engineering, c'est exactement pareil, ça peut être de l'argent, ou un mot de passe, ou un accès. On va commencer par une petite horror story. Alors pour une fois, c'est une horror story qui finit bien. J'ai choisi de la raconter quand même parce qu'elle nous est arrivée à nous, à Certiliance, pour dire que le social engineering peut toucher absolument toutes les sociétés, aussi bien des grands comptes que des PME ou des sociétés de sécurité elles-mêmes. Et donc, ce qui nous est arrivé, c'est que la comptable de Certiliance a reçu un mail assez bien tourné qui semblait provenir du PDG
Et ce mail demandait une demande de virement pour une prestation en disant on a une prestation en cours, est-ce que vous pouvez faire un virement, s'il vous plaît, voici le compte suivant d'une valeur de XXX euros. C'était assez bien fait, assez bien tourné, il y avait une bonne signature, le mail était très très bien fait et la valeur monétaire rentrait assez bien dans le cadre des virements qui étaient faits. Il se trouve que cette histoire finit bien parce que les bureaux effectivement de la comptable et du PDG se font face, ils sont contigus. La comptable a fait un petit signe de la main, a demandé si effectivement ce mail était tout à fait normal parce que c'était un petit peu étonnant cette demande de virement alors qu'il n'y avait absolument aucun signe en coureur qui pouvait demander ça. Le PDG a déclaré que non. Nous avons étudié le mail et effectivement tout était bien fait, tout était légitime. C'était un pirate qui avait passé le temps à savoir un petit peu qui nous étions pour savoir un petit peu combien il pourrait demander, et il s'était quand même renseigné suffisamment pour trouver l'adresse mail de la comptable et du PDG. Donc cette histoire finit bien, les gens étaient sensibilisés et ils n'ont pas cliqué simplement. Une deuxième horror story qui est arrivée, ça commence assez simplement. Un utilisateur d'une entreprise reçoit un mail. Ce mail lui demande de cliquer ici. Quand il clique sur le lien, il a une petite fenêtre pop-up qui dit « Veuillez fournir votre login et votre mot de passe de messagerie pour accéder au contenu ». Il met son login et son mot de passe. Il lit le contenu, il fait pas bien attention, sauf que bien évidemment, ce site était piégé et un pirate a récupéré le login et le mot de passe. Il accède à la boîte mail de la victime et il commence à regarder un petit peu quel était le rôle de la victime dans l'entreprise. Et à partir de la boîte mail et du webmail, il accède à l'annuaire complet de l'entreprise cible et au carnet de contact client de cette victime. Cette victime, c'était pas non plus le PDG ou le comptable, c'était effectivement un utilisateur, mais qui communiquait comme tout le monde avec des clients. Le pirate a su en tirer parti. Il a envoyé des mails piégés à des clients en leur demandant beaucoup de choses, des demandes de prestations, des demandes financières, d'autres logins, d'autres mots de passe. Comme le mail venait d'une personne connue, d'une entreprise connue, qui avait d'autres personnes en copie, les victimes se sont fait effectivement piéger un petit peu de bonne foi. Les victimes ont eu des pertes financières. Quand elles se sont rendues compte, elles l'ont reporté à la société initiale, donc demande de réparation de la part des victimes. Et l'entreprise initiale a eu effectivement pas mal de problèmes à gérer par la suite. Tout ça uniquement parce qu'un simple utilisateur a fourni son login et son mot de passe, qu'il a été récupéré par un pirate, qu'il a su en tirer parti. Les méthodes employées par les pirates. Alors très très souvent, on appelle ça du phishing, qui correspond en anglais, c'est un dérivé du mot fish qui est poisson, donc c'est un pêcheur, et les gens en fait envoient des lignes sur internet et ils essayent de rattraper du poisson. Le meilleur moyen d'envoyer des lignes, ça reste encore l'email. On envoie des emails, par exemple, vous pouvez voir, cher client, impayé de facture, veuillez cliquer ici, veuillez fournir cela. Ensuite, les méthodes diverses, c'est-à-dire que derrière l'email, derrière le lien, on peut avoir beaucoup de choses, par exemple un ransomware qui va chiffrer votre poste et qui va demander une rançon pour la clé de déchiffrement pour retrouver l'accès à vos données, une fraude au président, comme je viens de vous raconter dans l'horror story précédente, ou du scam. On va vous demander effectivement de contacter un service technique suite au clic sur le lien qui vous sera facturé au prix fort, ou d'installer un antivirus, ou d'installer un soft quelconque au prix fort, ou encore voler les identifiants et les accès. Quand vous cliquez par exemple sur celui-ci, EDF le ciel, réglez votre facture, vous tombez dessus, on vous demande votre identifiant EDF, votre carte bleue, et vous la fournissez en fait aux pirates et absolument pas à EDF. Pour éviter ça, bien évidemment, il faut des réseaux tout d'abord solides, mais également des personnels formés à ces attaques. Comme je vous disais en préambule, si on vous demande dans la rue votre mot de passe ou vos accès, vous direz non. Par contre, le pirate va essayer de jouer effectivement sur les failles humaines, et il va jouer beaucoup sur la confiance que les gens portent à des tiers, par exemple à la direction de l'entreprise, au process, aux images connues, à l'historique, à l'urgence. Très souvent, ces mails sont tournés, il y a assez souvent un caractère d'urgence, cliquez vite, il y a une facture urgente, une facture importante, attention, dépêchez-vous, pour éviter que la victime réfléchisse un petit peu trop, clique rapidement sur le lien, et ces mails essayent également de porter une part d'autorité en se faisant passer pour le directeur de l'entreprise, les services informatiques, une entreprise connue comme EDF ou Microsoft. Vous recevez un mail qui semble provenir de Microsoft et qui dit « Votre ordinateur a un virus, veuillez cliquer ici pour le désinstaller ». Vous dites « Ah, Microsoft, une société connue, j'ai un virus, c'est grave, donc je clique vite et je réfléchis pas trop à savoir d'où vient ce mail ». Une petite
images humoristiques qui traînent depuis quelques années sur Internet. Et effectivement, on voit d'un côté, on a des firewalls, du chiffrement, des antivirus, et de l'autre côté, on a malheureusement l'erreur humaine qui ne pourra absolument pas vous protéger malgré toute la technique. Donc vraiment, sensibilisez les gens, faites attention. Je vous donne un petit exemple. Là, vous voyez, vous lisez à première vue paypal.com et paypal.com. Contrairement à ce que vous pouvez croire, ce sont deux sites qui sont totalement différents. PayPal, c'est un site qui fait des virements d'argent, donc ce qui intéresse bien évidemment des pirates parce qu'il y a un gain direct à la clé. Et c'est arrivé il y a quelques années, un pirate avait déposé le nom de domaine, alors non pas PayPal, mais RORAL, avec une lettre RO russe. Et il se trouve que la graphie de la lettre ressemble exactement à la lettre P. Donc le site du dessous n'est pas PayPal, mais RORAL, indiqué en russe. À peu près tout le monde se fait avoir en cliquant sur le lien. Ça, c'est difficilement contournable, à moins d'avoir effectivement une bonne sensibilisation. Il y a également ce qu'on dit des petites typos. Si par exemple, vous voyez dessous, vous allez sur le site de Certiliance, on vous dit connectez-vous sur votre site Certiliance. Est-ce que vous êtes capable de distinguer dès le premier coup d'œil que ce site-là ne pointe pas chez nous? Alors nous, on connaît, c'est bien Certiliance avec un A, et nous, c'est bien Certiliance avec un E, E-N-C-E.fr. Donc les pirates utilisent ces méthodes pour duper leurs victimes. On voit un site qui a circulé dernièrement. On vous disait que vous aviez effectivement acheté des Celio Black Longer. Vous allez cliquer ici effectivement pour valider la facture. Vous avez un doute, vous cliquez dessus, vous voyez Excel Online. Ce sont des outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Le site est assez bien fait, on voit que c'est un petit peu grisé. Dès que vous approchez la souris, vous avez le pop-up Sign in to view Excel document. Mettez votre email, mettez votre mot de passe pour faire le sign in. Et la majorité des gens sont déjà un petit peu inquiets parce qu'ils se disent quelle est cette facture de Celio? On fournit l'adresse mail, on fournit le mot de passe et on se fait avoir. Le site, vous voyez, il est vraiment bien fait. Il ressemble beaucoup au site de Excel Online. Et le contenu des mails est également de mieux en mieux fait. Comme je vous disais, vous devez payer une facture de 600 € très rapidement. Ils tendent aujourd'hui à devenir de plus en plus agressifs. Par exemple, on a fait un post de blog sur le site de Certiliance qui recense effectivement un phishing qui court de plus en plus, qui vous dit on vous a filmé depuis votre webcam alors que vous surfiez sur des sites X, donnez-moi 300 $ et j'efface les preuves, sinon j'envoie les preuves à tous vos contacts, votre carnet d'adresse. Vous seriez pas fiers si votre patron, si votre conjoint découvrait les sites sur lesquels vous alliez payer. On oublie tout ça. Donc là, malheureusement, il y a des gens qui payent. Et également, comme voir dessous, ou cliquer sur des pièces jointes qui sont piégées, avec par exemple, valide un chèque cadeau, cliquer sur des cadeaux, le principe toujours le même, on appâte la victime, on lui demande de cliquer, de faire quelque chose, et c'est là où effectivement elle met le doigt dans l'engrenage, où elle se fait piéger. Si je prends par exemple le chantage à la webcam, on a pu suivre une campagne du pirate qui faisait ça, et on s'est rendu compte que ce pirate a gagné 1 500 $ la première journée de phishing, et en 15 jours, il a récolté à peu près 5 000 $. Donc c'est ce que vous voyez à droite, c'est les transactions en bitcoin qu'il a reçues, et il a gagné presque 1 bitcoin pour envoyer des mails, ce qui est assez lucratif pour lui, puisque c'est juste trouver des adresses mail au hasard sur Internet, envoyer le mail assez bien tourné, et attendre que les gens payent. Bien évidemment, il n'y a pas de ce chantage à la webcam, il n'y a absolument rien de technique derrière, c'est juste effrayant pour les gens, et certaines personnes préfèrent payer plutôt que de réfléchir et se dire c'est peut-être effectivement du spam, c'est peut-être du phishing, c'est peut-être faux. Et enfin, il y a des méthodes de social engineering, donc sans ordinateur, où là on utilise non plus le mail, mais uniquement le téléphone. De la même manière, ce sont des arnaques de type Frodo Président. On appelle d'abord le comptable, bonjour, je suis la société avec qui vous travaillez, un cabinet d'avocats va vous appeler dans quelques minutes parce que nous travaillons avec eux. 10 minutes après, la même personne rappelle en se faisant passer pour un cabinet d'avocats et dit est-ce que vous pouvez faire le virement comme convenu, etc. Ce qui permet effectivement, encore une fois, des gains assez rapides sans avoir à se soucier de la sécurité informatique que vous avez pu mettre dans vos réseaux ou sur vos serveurs. Et il existe également le déplacement physique. Donc vous voyez quelqu'un qui arrive au data center, très souriant quand la personne à droite, qui a un badge, dans le sac à dos il y a du matériel informatique, il se fait passer pour un prestataire et il dit « je dois intervenir sur vos machines, donnez-moi l'accès, bonjour ». Si une petite recherche qui a été faite, il peut connaître des noms de personnes légitimes, votre prestataire informatique, savoir s'il y a un code, s'il y a 1 heure de passage, et ça marche assez bien. Et quelquefois, il y a toujours des doutes à savoir qui intervient dans un data center ou une game technique. Est-ce que c'est vraiment une personne qui était attendue, qui était bien là? Et des personnes rentrent aussi dans des locaux pour mettre des fausses affiches contenant des faux numéros d'assistance.
Par exemple, ce qu'on a pu voir chez une entreprise, vous voyez le panneau de ressources humaines, donc bulletin de paie sur un format, mais c'est surtout votre affiche. On voit une très belle affiche. Alors, journal, on a masqué le nom, créé le buzz, votre journal est disponible en ligne, accessible de n'importe où, connectez-vous à l'adresse www.journal, cette adresse n'a rien à voir avec le domaine d'entreprise, et utilisez vos identifiants d'entreprise avec votre ID et le mot de passe, celui utilisé pour démarrer votre ordinateur. Donc les victimes sont parfaitement de confiance, lisent ça sur un panneau d'affichage, et le site web www.journal, etc.com est peut-être aux mains d'un pirate qui récupère petit à petit, au fil de l'eau, les identifiants de toutes les personnes qui se connectent. Et après, il a des identifiants, des logins et des mots de passe pour rentrer dans l'entreprise. Donc pour conclure, c'est les pirates l'utilisent car ça marche encore vraiment très bien. Des phishing, on en reçoit tout le temps. C'est très discret parce que ça laisse pas forcément de traces dans les journaux, dans les logs, il n'y a pas des multiples tentatives d'accès. Et il y a assez souvent des gros gains pour des investissements très simples. Si je reprends l'exemple effectivement de la fraude à la webcam, 5 000 $ pour envoyer quelques mails, ça peut motiver des pirates. Ensuite, si on cible une entreprise plus particulièrement, il suffit d'un login et d'un mot de passe, récupérer l'annuaire mail et commencer à faire du mal, à faire des dégâts. Le phishing par Certiliance. Avant de commencer de parler de notre plateforme, je voudrais donner quelques stats. La première, c'est le temps moyen entre l'envoi d'un phishing et le patient zéro. C'est moins de 2 minutes. Le patient zéro, c'est la personne qui a lu le mail, qui a cliqué sur le lien et qui a donné des informations personnelles. Donc moins de 2 minutes, ça va quand même assez vite. Le taux de clic sur une URL contenue dans un mail, donc vous recevez un mail qui semble provenir d'une autorité ou de quelqu'un, c'est un petit tiers des utilisateurs. Les gens cliquent, et après le taux de transformation, c'est-à-dire les gens qui ont cliqué sur le mail, sur le lien du mail, qui arrivent sur la page web et qui fournissent des informations personnelles, c'est entre 30 et 60%. Donc c'est des taux on voit qui peuvent paraître assez élevés, mais on le constate et ça se répète effectivement phishing après phishing chez Certiliance, la moyenne tourne autour de ces valeurs. C'est dire effectivement s'il est important de faire des opérations de sensibilisation pour éviter que les mots de passe de vos utilisateurs se retrouvent aux mains d'un pirate. La plateforme de phishing développée par Certiliance, donc son but c'est de sensibiliser, faire des opérations de sensibilisation. Cette plateforme est adaptable à tout type de scénario. Je vais vous montrer quelques visuels sur la slide suivante. Et son avantage, c'est la récolte des statistiques qu'elle permet. Vous savez qui a cliqué sur les liens, qui a transformé, c'est-à-dire qui a rempli la page, qui a lu les mails, quand, depuis quel IP, avec quel navigateur. Vous avez toutes ces infos qui après sont utiles, ça permet d'avoir des informations un petit peu sur les gens, d'où est-ce qu'ils lisent les mails, est-ce qu'ils utilisent par exemple des smartphones ou le poste d'entreprise, est-ce qu'ils les lisent depuis les adresses IP de l'entreprise ou ailleurs, est-ce qu'ils utilisent bien le navigateur ou le mailer autorisé, et toutes ces infos. Un petit exemple, les utilisateurs reçoivent le mail que vous voyez en haut à gauche, bonjour, nous réalisons actuellement des modifications sur le service de messagerie en ligne, merci d'activer votre compte de messagerie pour la nouvelle plateforme, et un lien, on ajoute les logos d'entreprise, on met service IT, les gens cliquent sur le lien, ils tombent sur cette page qui est Outlook Web Access, les gens connaissent, ils retrouvent votre logo d'entreprise, ils peuvent remplir effectivement toutes les cases, et ils cliquent sur se connecter, et si effectivement c'était un pirate, le pirate aurait eu le nom d'utilisateur et le mot de passe. Un autre exemple, assez proche, là c'est la teneur du mail qui est effectivement un petit peu plus forte, c'est une crise virale impose le changement immédiat de vos identifiants, veuillez vous connecter sur la plateforme, cliquez ici, merci de votre collaboration, signature de l'entreprise, d'imprimation mail si nécessaire, quelqu'un on essaie de trouver ce genre de petite signature d'ajout, si elle se trouve publiquement sur internet, pour que le mail il ressemble vraiment au mail que les gens ont l'habitude de recevoir, et même chose, ils tombent sur une page web, ce sont des logos connus, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, on peut utiliser exactement votre plateforme de webmail, un intranet si vous en avez un petit peu tout ce qu'on veut. Par exemple, dernièrement c'était Halloween, et on a fait un phishing sur le thème d'Halloween, et là c'était votre CE vous offre des bons cadeaux et des bonbons pour Halloween, veuillez cliquer ici, il y avait une petite page avec des citrouilles et des fantômes qui volent, et il était indiqué, pour recevoir vos cadeaux, veuillez mettre votre adresse email et votre mot de passe, et ça arrivera directement dans votre boîte mail. On voit quelquefois des opérations d'opportunité faites par des pirates à l'occasion de Noël ou n'importe quel événement, les derniers en date c'était il y en a vu par exemple sur les mariages royaux de Londres, enfin ce genre d'événement, ils en profitent, ça intéresse les gens cliquent, et eux ils récoltent les informations.
Le phishing, ça n'est pas que des mails, ça peut aussi être des appels téléphoniques. Donc vous nous fournissez une liste d'utilisateurs à appeler et nous, on va essayer de leur faire télécharger et exécuter des fichiers malveillants. Alors pas malveillants, mais juste qui prouvent qu'ils ont effectivement cliqué sur le mail et on leur demande, ou alors des informations confidentielles, leur numéro de bureau, leur poste ou des informations de ce style. On peut voir une sensibilisation des utilisateurs ou des services techniques. Les utilisateurs, comme vous pouvez le voir, le service technique, c'est effectivement, ils sont souvent partie prenante du phishing, mais ça leur permet de voir comment eux peuvent réagir. La première chose qui est très importante, et c'est la seule statistique qu'on ne peut pas avoir avec notre plateforme, c'est ce qu'on appelle le taux de signalement. Le taux de signalement, c'est les utilisateurs qui remontent au service informatique, qui ont détecté un phishing. On sait qu'il y a une frange assez incompressible d'utilisateurs qui, de toute façon, donneront toujours leur login, toujours leur mot de passe à tous les phishing. Cela, ça va être difficile de faire quelque chose. Par contre, là où on peut travailler, c'est sur le taux de signalement. Il y a ce qu'on appelle assez souvent des power users qui vont pas cliquer sur le lien, mais il y a d'autres, non seulement ils cliquent pas sur le lien, mais ils signalent au service informatique qu'ils ont détecté un phishing. Donc si ces utilisateurs remontent un phishing plus vite que les personnes cliquent sur les liens de manière un petit peu naïve, ça permet totalement de bloquer le phishing immédiatement. Les services techniques peuvent toujours se poser la question, est-ce qu'il est possible de bloquer l'URL de phishing, de la détecter, l'extraire, la récupérer et la bloquer au niveau du firewall? Est-ce qu'il y a des procédures pour ça? Est-ce qu'il y a des procédures de suppression des mails non lus pour éviter effectivement que les personnes qui ne sont pas là ou qui n'ont pas encore lu le mail, à partir du moment où il a été signalé, si on peut le détruire? Quel bénéfice on en retire? Qu'est-ce qu'on retire d'un type phishing? Donc c'est la photographie à un instant T du niveau de sécurité des défenses humaines et de son niveau de sensibilisation. C'est un audit qui, bien évidemment, n'est pas technique, mais donne des résultats très intéressants. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit juste un phishing, on fait le phishing, vous lisez les stats et ça s'arrête là. Il faut vraiment que ça rentre dans un cadre de sensibilisation globale avec des actions après de communication au niveau des collaborateurs, leur signaler ce qui s'est passé, leur signaler pourquoi c'est un phishing, leur indiquer quelles sont les bonnes réactions à avoir, la méfiance qu'il faut apporter à ce genre de mail, les personnes à prévenir et ce genre de choses. Un audit, ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un point de départ. Il faut vraiment prendre conscience que les pirates vont cibler l'humain, donc vont cibler vos collaborateurs si c'est possible pour eux. Donc il faut sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques, aussi bien les utilisateurs que les services techniques qui doivent avoir des procédures pour réagir contre les phishing. Et enfin, dans l'aspect communication, il est quand même recommandé de ne jamais pointer du doigt les personnes qui ont cliqué, mais plutôt de faire un compte rendu général avec des statistiques précises et le niveau effectivement où vous situez par rapport aux moyennes référencées de Certiliance, c'est-à-dire si tu vas être plutôt bien sensibilisé ou moins sensibilisé. L'audit doit entrer dans le cycle et dans le processus de sécurisation. Donc souvent il est recommandé de faire un premier exercice de phishing, faire une opération de communication, de sensibilisation, et quelques mois plus tard, de répéter un deuxième test de phishing avec un autre scénario pour voir effectivement si les statistiques baissent, de voir effectivement si les équipes techniques sont mieux préparées également, sont capables de dire, ça c'est à vous de le voir en interne, si il y a des procédures pour lutter contre un phishing. Tout ça fait partie du cycle de sécurisation. Vous allez connaître les portes d'entrée humaines, et effectivement cet audit mesure et évalue la sécurité du périmètre, donc c'est les utilisateurs ont-ils les bonnes pratiques, est-ce qu'il y a des bonnes réactions des administrateurs, est-ce que les utilisateurs ont conscience de l'importance de leur mot de passe et du caractère vraiment confidentiel de toutes ces informations, qu'il ne faut pas les dévoiler à personne, a fortiori sur un site web quelconque sur internet. Et les bénéfices pour l'entreprise de l'audit, ça permet effectivement de mieux connaître l'infrastructure hors IT, vous obtenez un rapport complet du phishing avec toutes les statistiques et des préconisations associées. Ça permet d'apprendre à avoir un comportement plus sain et cela permet d'anticiper la menace avant que l'incident ne survienne. On a fini avec le webinaire sur le social engineering. Les prochains épisodes du cycle webinaire en audit, ça sert à quoi? Vous avez le prochain, le 6 décembre, sur la réponse à incident, et le dernier du cycle, le 3 janvier, qui concerne la formation et sur les façons de pérenniser les bonnes pratiques et les bons usages, effectivement, en termes de sécurité. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez poser des questions, il y a une petite case à droite normalement sur le WebEx. Vous pouvez poser vos questions, je reste en ligne un moment et voir si je peux y répondre. Merci de votre écoute.